Bienvenue dans le podcast Agilou, le podcast de l'ESS et de celles et ceux qui la font. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode du podcast Agilou. Oui, il y a toujours une faute de français dans le titre et dans la citation d'Orelsan sur la capsule de présentation, c'était bien l'important, c'est pas l'arrivée, c'est la quête et non la faute. Voilà, débrouillez-vous avec ce jeu de mots. Et oui, c'est toujours grâce à Lyon Positif et tous ceux qui sont derrière les caméras et les micros, William, Fabien, Ophélie, Victor qui est aussi l'auteur du super logo du podcast, merci à lui. Et aujourd'hui, notre discussion sera avec Agnès. Elle a pour cadre la Ciergerie, un espace de coworking que j'occupe, moi, au quotidien, pour mon activité, mais qui est un espace un peu spécial, qui a été créé par Urban Project et Film Boutique, Damien, Perrine et Jean-Christophe. Oui, Perrine, celle de l'épisode 2. Puisque c'est un lieu qui a été conçu dans une ancienne usine de bougies, avec des modes de constructifs frugaux et low-tech. Il a été aménagé par Aubier et Théo, qui aménagent des lieux avec des meubles en économie locale et circulaire. On est même assis dessus, cette magnifique table. Et c'est aussi un lieu de vie, donc c'est possible que vous entendiez passer pendant cet enregistrement des colloques de la Ciergerie. On continue donc notre galerie de portraits de femmes et d'hommes que j'ai eu la chance de croiser et qui, pour moi, incarnent une forme d'innovation sociale, environnementale ou autre, et qui pourrait être l'économie sociale et solidaire de demain. Aujourd'hui, nous allons donc discuter sérieusement, mais sans se prendre au sérieux, avec une des rencontres importantes de ces dernières années pour moi, Agnès. Bonjour Agnès. Bonjour Gilles. Alors Agnès, nous nous sommes rencontrés sur un projet, comment dirais-je, extraordinaire. Extraordinaire, oui. Sous bien des aspects, le chalet du parc de la Tête d'Or. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce lieu et ce projet, il s'agit d'un bâtiment vide depuis quelques années qui était avant un restaurant un peu chic et qui un jour a été un chalet, pour de vrai, en bois et tout. Mais il y a très longtemps. Exactement. Qui est situé le long du lac, en face de l'île du Souvenir. Et il y a quelques temps, la ville de Lyon a souhaité qu'il y ait un projet phare de la transition écologique qui puisse occuper ce lieu à nouveau. Et on s'est retrouvé dans une petite équipe avec la fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand, la Fabuleuse Cantine, un restaurant anti-gaspi, la Maison Gutenberg, Use et d'autres acteurs comme Looking for Architecture, par exemple. Et Charlotte Vergely. Bien sûr. C'était une sacrée aventure. Hein. Une très belle aventure. Et effectivement, pleine de rebondissements. Et c'est pas fini. Hein. Ça et continue. C'est pas fini. Là, on est en train et de préparer. Ouverture, allez, 2026 2026, ouais. On va dire accueil, septembre 2026. Voilà. Et on vous donnera rendez-vous à ce moment-là. Et si j'ai demandé à Agnès de participer à ce podcast alors qu'elle n'est pas au sens propre un acteur de l'ESS, c'est parce que, comme Hakim, comme Perrine avant elle, leur activité, leur engagement part d'une réflexion humaine, d'un manque en termes de lien avec des préoccupations citoyennes. Et l'activité d'Agnès aujourd'hui, c'est la formidable Armada. Ouais, c'est exprès, c'est juste pour piéger. Exactement. C'est dur à dire. Voilà, j'ai ripé la première fois. Ouais, mais t'inquiète. Une agence de design thinking. Alors, design d'usage, on dit. Design d'usage, ouais, que moi j'ai traduit en mot à mot parce que je trouve que ça le dit bien. Une agence de pensée et de conception. Ou pensée design, ou bref, mais tout à fait. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Oui. C'est histoire de pas, de se focaliser pas que sur la forme, mais sur le process. Voilà. Effectivement. D'inclusion des usagers. Très bien. C'est très clair. Et à mon sens, le lien avec l'ESS, oui, Thibaut. Oui, Thibaut, c'est un copain qui est dans l'ESS et qui m'a dit « Mais le podcast Agilou, c'est quoi le lien avec l'ESS ?» Eh bien, je vais le dire. C'est qu'aujourd'hui, on a des besoins pour repenser l'aménagement de nos villes, concevoir les espaces qui s'adaptent à nos nouveaux modes de vie. Par exemple, les familles monoparentales. Par exemple, avoir des lieux qui ont plusieurs usages plutôt qu'une destination unique. Des services publics, des accès au transport, etc., etc. Et à mon sens, c'est le fil que tire LFA, la formidable Armada, on dira LFA pour les intimes. Voilà. Looking for Architecture. Voilà, exactement. Donc, la formidable Armada, c'est le fil qu'elle tire entre les habitants et ceux qui conçoivent cet aménagement. Et pour aller encore plus loin, il y a une volonté forte pour Agnès et Sarah, ton associée. Oui, on va la mentionner, je pense. Exactement. D'impliquer les acteurs, tous les acteurs, toute la chaîne des acteurs, de l'habitant lambda jusqu'à l'architecte, en passant par tous les intermédiaires. Et de faire de tout ça une démarche humaine où on s'assure que tout le monde a été entendu et respecté, et où la dimension de transition écologique a été prise en compte, notamment dans les matériaux, par exemple, ou les techniques de construction. Donc oui, au sens strict du terme, Agnès et LFA, vous n'êtes pas des acteurs de l'ESS, mais c'est le sens de ce podcast. Pousser
les murs de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, élargir le cercle pour aller vers des acteurs innovants qui ont des engagements forts et qui rencontrent la philosophie et les valeurs de l'ESS, sans forcément avoir visé ce secteur-là à l'origine. L'autre principe de ce podcast, c'est de revenir sur les parcours de ces témoins, à qui je propose cette discussion, car c'est bien une discussion, et sens-toi libre de me retourner des questions si tu n'as pas envie de répondre, puisque c'est un peu le sujet. L'idée, c'est de tirer un fil. Oui, ma femme s'appelle Ariane, donc je suis très fil. Allez, une autre blague, c'est cadeau. Et donc de tirer un fil à partir de l'enfance, par exemple, pour essayer de comprendre et de savoir à quel moment il y a eu un déclic. Pour démontrer qu'avoir comme préoccupation l'humain ou l'environnement, ou les deux, c'est le fruit de parcours très différents. Pas toujours issus d'un engagement militant ou idéologique, mais simplement le résultat d'une construction, de rencontres et de déclics. Et qu'au final, personne n'est à l'abri de se sentir concerné et investi par ces sujets sociaux et environnementaux à un moment ou un autre, et que certains même ont eu des idées malines à forte valeur ajoutée humaine et écologique sans y réfléchir plus que ça. Alors si on revient à notre fille Agnès, aujourd'hui en préparant cet entretien, oui, il y a un peu de préparation, elle m'a dit « Non mais je ne veux pas parler de moi quand même ». Réellement, c'est vraiment ce que Agnès m'a dit. Donc, je vais quand même essayer, mais je me dis en même temps, 3e épisode, paf, je tombe sur un os. Donc, on va essayer de repartir quand même de l'enfance, des choses comme ça. Mais avant, j'ai une petite question, parce que pour tirer le fil, partons d'aujourd'hui. Ouais. Donc, on va essayer de parler des sujets qui potentiellement amènent la fin du monde. Ah oui, ou la fin de l'humanité. On commence par la fin du monde. Ou les deux. Okay. Bon, donc je te présente la question telle que je l'ai posée à tous les autres invités. Oui, vas-y. Si demain, c'était la fin du monde, et que tu devais te retourner sur ta vie, qu'est-ce que tu dirais qu'est ta contribution à avoir sauvé l'humanité ou la planète ou les deux? C'est un genre d'épitaphe que j'écris là. C'est un échauffement. Écoute, qu'est-ce que je dirais qu'a été ma contribution? Moi, je pense, et ça vient un peu du syndrome de l'imposteur dont on a parlé pour préparer cette émission, que j'ai aidé des gens à se rencontrer et à se parler. Je suis un peu une facilitatrice, je fais de la mise en lien. Et du coup, je pense que ma contribution, si on dézoome, c'est pas grand-chose, mais si on se rapproche un petit peu d'écosystème, c'est d'avoir fait en sorte de casser des silos. Et que des gens puissent échanger alors qu'ils ont des choses très intéressantes à se dire, mais que par essence, par microcosme professionnel, en fait, c'est pas si simple de se rencontrer toujours sur les sujets, alors qu'on a vraiment besoin, je pense, aujourd'hui, et justement pour peut-être retarder la fin du monde, qu'on ne souhaite pas tout de suite, arriver à mieux se comprendre les uns les autres. Voilà. Donc créer des passerelles entre des univers qui ne se parlaient pas forcément. Ouais, et puis de toute manière, je pense que au-delà même de pas se parler, je dirais de travailler ensemble de façon efficace. Donc de se comprendre. Ouais. En fait. Ouais, de se comprendre. Ok, très bien. Et donc on va repartir dans la petite enfance pour essayer de comprendre. Donc comme j'ai pris en compte ton non, je veux pas parler de moi. Est-ce que avant de le dire, je peux expliquer quand même. Oui, bien sûr. Vas-y. Le petit. C'est une discussion donc. Ouais, t'as raison. Je ne sais pas si tu l'as expliqué dans les anciens podcasts, mais toi, tu parles beaucoup de la zone grise. C'est un peu comme ça que tu m'avais expliqué. C'est vrai, c'est au 5e ou 6e épisode où on peut en parler là. Non, mais on en a parlé un peu au début. Oui, voilà. C'est les gens qui n'en sont pas, mais qui pourraient l'être. Les gens qui n'en sont pas, voilà. Donc, je dirais qu'il y avait 3 raisons sur mon interrogation à venir aujourd'hui. L'idée, parce que effectivement, je pense que je suis amenée, comme toi, à côtoyer des gens qui, pour moi, font de l'ESS au sens propre et qui sont des vrais héros à valoriser dans les podcasts. Je me sens un tout petit peu plus dans les marges et je me mets aussi dans l'ombre dans mon métier. Okay. Je fais de l'animation, je fais de la concertation, je fais de l'intelligence collective. Je permets du coup aux gens de se parler, mais je n'ai pas l'habitude qu'on mette la focale sur moi. Okay. Donc, effectivement, quand tu m'as dit ça, je me dis, mais est-ce que je vais vraiment être intéressant? Mais tu m'as dit qu'Hakim t'avait dit la même chose. Donc, je pense que ça va être le motif de tout ton podcast. Les gens vont dire, est-ce que c'est vraiment pertinent? Je n'invite que des gens qui ont des vies pas intéressantes. Mais écoute, si ça permet à des gens de se sentir, d'être dans la banalité, de se dire, on fait des petits trucs et ça sert quand même, très bien. C'est effectivement un très bon podcast. C'est ça, et j'en profite pour dire que c'est un peu aussi l'esprit de Lyon Positif qui veut repartir des solutions simples de terrain, imaginées par des gens très concrètement. Il y a un problème, on construit une solution et c'est parti.
Donc, revenons-en à l'enfance. Revenons à l'enfance. Et pour être un peu plus spécifique, d'habitude, je pose la question de savoir quel est un peu le son, l'odeur de ton enfance. Mais là, je vais être encore plus précis pour éviter d'être trop intrusif. Est-ce que tu as on va être de l'ordre du souvenir, est-ce que tu as un jouet préféré ou un dessin animé préféré auquel aujourd'hui tu penses encore ? Alors, j'avais un jouet préféré qui est d'ailleurs, qui va être, je peux te faire un lien même avec les éditions avec Bayard. l'ESS direct ? Non, pas avec l'ESS, avec mon enfance, mais j'avais un Poppy. Alors, Poppy. Je suis née en 82, donc je vais avoir des références un peu 90s. Donc, Poppy, c'était un journal pour les enfants, donc, parce que moi, mes parents m'ont justement, abonné très tôt à la presse. Et donc, il y avait Poppy, il y avait Astrapi, il y avait Okapi. Donc, tu suivais. Ah oui, c'est un parcours d'âge. C'est un parcours d'âge, exactement. Et Poppy, c'était la peluche mascotte du premier album, Premier Âge. Et mon Poppy, voilà, c'était mon jouet. Quand il arrivait à la maison, c'était la fête. Il était toujours là, de toute manière. Okay. C'était le doudou, quoi. Ok. Donc, c'était Poppy. Ok, Poppy, très bien. Et on va avancer un petit peu, mais... Ensuite, dans l'ordre des souvenirs, il y a une question qui est un peu, qui moi je trouve marque un peu les choses. C'est quel est ton premier souvenir d'actualité ? C'est-à-dire le premier souvenir où tu t'es dit ah ouais, au-delà de chez papa, maman et de l'école, du collège, il se passe quelque chose, il se passe des choses. Alors, en fait, tu m'avais parlé de ça, j'avais dit le mur de Berlin, mais je me suis souvenu aussi derrière que je pense mon premier choc d'actualité. Ouais. Je crois que c'était... alors, c'est aussi des super références, mais Ceausescu, tu te souviens des charniers qui étaient à la télé et je me souviens, alors, qui après s'est avéré être des faux charniers d'ailleurs. Oui, tout à fait. Bref, si vous voulez regarder l'histoire, c'est magnifique. Mais je me souviens d'avoir été assez choquée parce que je crois que c'est la première fois que je voyais des corps. Ah. Voilà, on voyait les pieds, c'était bâché, mais c'était assez terrible. Et ça, en fait, ça m'est revenu comme... Voilà, l'intrusion effectivement d'un réel. Mais l'intrusion, tu vois, d'une violence dans des mondes un peu plus lointains, mais qui vient te chercher. Ok. Voilà, donc, là, tu t'es dit, oula, il y a des trucs et des trucs pas jojo en plus qui se passent un peu ailleurs. Ouais, mais quand même, on a eu, même si je pense que voilà, c'est pas rose aujourd'hui, mais tu vois, je peux penser aussi la guerre en Yougoslavie. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'on a grandi quand même avec un. C'est quand même les effets ou les relations à la chute du mur de Berlin, l'effondrement du bloc soviétique. Tout à fait, On sent que ça. On a eu il y a des petits remous, effectivement. Ok. Et bah, très bien, c'est un souvenir effectivement qui. Le charnier de Ceausescu, ça met l'ambiance, quoi. Ça met l'ambiance. Oui, c'est vrai. Et sur un ton plus léger, est-ce qu'il y a aussi, alors après l'enfance, au moment des premiers souvenirs, il y a l'adolescence, qui n'est pas une période, encore une fois, que tout le monde vit avec le même épanouissement. Est-ce qu'il y a une chanson ou un artiste ou un album qui marque, qui peut être le symbole de ton adolescence ? Le symbole de mon adolescence. Alors c'est compliqué parce que je dirais que tu as quand même le moment où tu sors de l'enfance. Tu vois, quand tu arrives au début du collège et à la fin du collège, je pense que tu peux faire un grand écart musical assez fort. Ouais. Moi, dans les années début collège, je pense que j'ai assommé ma famille avec l'album de Céline Dion 2. C'est des trucs que toutes les filles mettaient à fond dans leur... Celui écrit par avec Jean-Jacques Goldman. Ouais, celui... et aussi Jean-Jacques Goldman. Parce que Jean-Jacques Goldman, je pense que c'est un peu aussi... la musique de nos années avec en plus cette espèce de cœur à gauche, tu vois, bon, bref, plein de paradoxes, Jean-Jacques, de la zone grise aussi, mais hyper intéressant. J'essaye de l'avoir à ce micro d'ailleurs. Je pense que voilà, il est à Londres, tu pourras pas l'avoir. Non, il est à Marseille maintenant. Il est à Marseille, non. Si, ah oui, mais t'es bien informé sur Jean-Jacques. Quand je dis que j'essaie de l'avoir à ce micro. C'est sérieux. Non, mais par exemple, il avait fait un album qui s'appelait Rouge. Ouais. Voilà, bref, on va faire tout un truc sur ça. Mais du coup, voilà, Céline Dion, je pense que j'ai des souvenirs de péter les oreilles de ma grand-mère avec ma cousine à mettre, tu vois, le CD en boucle. Et puis après, tu vois, t'as la fin où tu commences à te dire, bon, en fait, tu rentres dans des groupes un peu plus cool, et puis t'avais toute la scène française. Je sais pas moi si tu connais, mais la tête raide, tordue, Louise Attaque, voilà. Donc Matmata. Voilà, exactement. Tu avais une période un peu comme ça. Et voilà, donc je te dirais que les deux représentent le début, tu vois, et puis l'entrée de plutôt fin collège-lycée. Ouais, voilà. Lycée, ok, l'entrée au lycée.
Bon, après le collège, le lycée, il y a la formation qu'on fait à la fin. Et toi, rappelle-nous ton parcours à partir du bac. En gros, déjà, est-ce que tu as eu le bac? Mais alors, oui, j'ai eu le bac. Est-ce que tu as eu le bac avec mention? Oui. Oh là là, Alors, la non, classe. moi, alors, je vais t'expliquer un peu mon parcours. Vas-y. Moi, ma mère, je commence par ma mère, elle a fait des études d'art, elle a fait les beaux-arts, les arts déco. Ok. Et depuis toute petite, je sais que je dessinais. Donc, c'était un truc un peu comme ça. J'étais un peu la créative de ma fratrie. Ok. Donc, on va dire, j'ai surfé longtemps dans ma scolarité avec cette idée que de toute manière, j'étais là de façon un peu provisoire parce que derrière, en fait, j'allais dessiner. Dans ma famille, j'avais des stylistes, des ébénistes, voilà. J'étais persuadée que j'allais aller dans les métiers créatifs. Et j'avais la chance d'avoir des parents qui me soutenaient là-dedans, qui ne me freinaient pas. Voilà, milieu classe moyenne plutôt bourgeoise, pas de soucis. Accès à la culture, pas de problème. Et je suis arrivée... moi, j'habitais dans l'Essonne, donc on va dire à Verrières-le-Buisson. En un mot, hein, l'Essonne, L''Essonne. 91. Non, mais comme on est à côté de la Sonne. Voilà. On continue dans les blagues. L'Essonne, Massy, Verrières-le-Buisson, donc plutôt le côté pavillonnaire à côté des cités, tu vois. Donc intéressant, mixité sociale, mais je descends pour le lycée à Lyon, pour la grande ville. Et là, je me dis, ouais, mais c'est trop beau, quoi, c'est génial ici. Je me retrouve quand même à aller faire le lycée Ampère. Ce qui m'a fait rire, c'est que Hakim était au collège Ampère, exactement. Donc j'ai pu faire le lien. Et la promesse, c'était que je puisse faire une formation à art plastique, parce que tu avais une spécialité. Sauf que là, il y a tout un enjeu sur les classes sociales. Le proviseur voit mon dossier, dit, elle n'est pas trop mauvaise. À votre place, j'attendrai un peu, quoi. Je la mettrai. Et du coup, j'ai fait latin renforcé au bac, tu vois. Ah oui. Le truc qui m'a beaucoup servi derrière. Moins créatif. Et qui a eu un vrai impact dans ma vie, parce que du coup, j'ai négocié d'avoir des cours d'art appliqué à côté. Donc, j'ai eu la chance, parce que encore une fois, j'avais pas mal de privilèges et mes parents ont pu me payer l'école Émile Cole, voilà, les cours à côté. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans ce cheminement-là. Mais en faisant ce choix-là, en fait, ce merveilleux proviseur m'a empêché de présenter quelque part les concours publics, parce que j'ai pas été préparée à faire les écoles des arts déco, parce que en fait, c'est vraiment très spécifique, les concours de... Donc, l'équivalent d'une prépa, quoi, pour les arts appliqués. Exactement, parce que la plupart du temps, tu fais ton book en fait d'art plastique durant tes années lycée, et tu postules et puis tu apprends la démarche de la conception artistique et un peu de ce qui est attendu sur les examens. Moi, je suis arrivée à la Martinière et des trucs comme ça, je ne savais pas, j'ai fait des collages et des trucs, j'ai eu 13, je ne sais même pas comment, tu vois. Mais voilà, tu avais 20 places, tu imagines bien que je ne suis pas rentrée comme ça. Et je me suis retrouvée un peu par défaut. Donc, c'est assez rigolo parce que finalement, moi, ma carrière, ça a été des choses à la fois une appétence, tu vois, de la créativité, mais je me suis un peu laissée porter un long moment. Et je me suis retrouvée quand même à faire une école qui est super bien, qui s'appelle Émile Cole. Je ne suis pas la pub, mais disons qu'il y a une école d'illustration, de bande dessinée, donc avec un côté en plus hyper fun. Encore aujourd'hui, quand tu te promènes autour de l'école Émile Cole, moi je sais que j'y vais souvent parce que j'habite pas loin et que mes enfants jouent au parc Zénith, qui est à côté d'Émile Cole. Oui, et c'est vrai que c'est un défilé. Les étudiants ont tous des looks plus originaux les uns que les autres. Moi je me souviens de faire les cours du soir, et pour dire la motivation quand même, de voir arriver des étudiants, on était en cours de modèle vivant, donc tu as une personne à poil, tu dessines autour quand même, donc à un moment un petit peu spécifique. Des étudiants qui rentrent déguisés en vikings, sur des chariots, qui font le tour, qui font le boxon. Je me dis, et avec les profs qui se marrent. Mais c'est absolument extraordinaire. C'était oui. Tu vois, donc voilà, c'était les références, la classe américaine, c'était très potage, c'était la BD, l'esprit bohème poussé au max. Et puis, c'est pas l'esprit bohème beaux-arts, c'est moins un télo, pas du tout. C'était vraiment bon enfant, et voilà. Donc, ça a été très, très chouette. Mais en sortant, je me suis un peu pris un petit phénomène de rattrapage. Je me suis rendu compte quand même qu'en fait, je n'avais pas spécialement envie de faire des livres. C'était un peu con, au bout de... Mais par contre, j'étais très investie dans la vie du BDE, dans la vie étudiante, à animer des soirées, à faire des trucs. Donc, ça aurait dû me dire des choses, si tu veux. Mais je me suis retrouvée seule chez moi à me dire, mais en fait, moi, j'ai besoin du groupe, quoi. Donc, je ne sais pas jusqu'où je vais parce que je peux... Non, mais t'inquiète, on continue, s'adapte. Voilà, bon, et je me suis dit, il faut que je travaille, il faut que je rentre dans une structure. Et j'ai commencé, au départ, à faire pionne, maîtresse internat, comme on disait. C'était une de mes questions. Est-ce que tu as fait des petits jobs à un moment donné maîtresse internat, tu vois, avec les vieux internats. Donc, c'était lycée Lumière dans le 8e. Ok.
Donc, des grandes chambres avec des espèces de meubles en bois qui te séparent. Et t'es dans une petite chambre et le matin, faut pas louper. Tu fais comme avec les poules dans OSS, tu allumes et blam, d'un coup, tout le monde est réveillé. T'ouvres tout le dortoir. Et d'un coup, voilà. Et c'était très sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Et ça m'a permis, en fait, parce que ça t'offre un petit statut dans l'éducation nationale. Je sais même pas pourquoi, mais en gros, j'ai pu postuler pour donner des cours à la fac à partir de ça. Parce que j'avais déjà un début de statut. Et là, j'ai commencé à donner des cours et j'ai adoré. Okay. Et voilà, je me suis dit, je vais arrêter de faire semblant, de continuer à faire des nuits en pionne et des jours comme ça. J'ai donné les moyens. Et je suis rentrée dans une école d'art appliqué. Et c'est là où finalement, tu vois, en devenant enseignante... En tant qu'enseignante, que j'ai rencontré le design. Voilà, okay. Exactement. Alors, au départ, j'étais sur de la formation professionnelle et sur des choses où j'accompagnais plutôt de la formation adulte sur des outils logiciels dans une boîte très... Voilà. Et puis, ils avaient une école d'art appliqué qui était une catastrophe, faut bien le dire, avec des parcours en alternance. Okay. Ça, c'est intéressant. Parce que les parcours en alternance, ça voulait dire que tu avais des jeunes avec un pied dans le réel. Un pied dans le réel, qui faisait le Vietnam, parce que c'était hyper dur de tenir à la fois le diplôme de l'éducation nationale, parce qu'en France, on est quand même très exigeant d'un point de vue conceptuel et créatif sur nos diplômes de design, et en même temps, de faire de travailler en imprimerie avec un mec qui disait non, en fait, mon petit gars, je te paye, tu restes, machin, et puis qui venait de milieux sociaux extrêmement moins privilégiés. Oui, bah oui. Et là, ça, c'était très intéressant. Parce que du coup, tu te rendrais... Enfin, c'était une façon aussi de un peu situer où je me suis rendu compte que, voilà, moi, j'avais grandi avec Télérama sur la table basse, mes parents écoutaient l'opéra, tu vois, il y avait la peinture, les machins, et puis je me rendais compte tout ce capital culturel-là, je me le suis pas constitué. J'ai baigné dedans. Enfin, bien sûr que j'ai appris des choses, mais tu vois, c'était donné, servi. C'est presque de l'inné social, quoi. C'est de l'inné social. Et qu'il y avait une énorme impensée dans la façon dont étaient faits ces examens-là, qui stigmatisait énormément ces jeunes et qui se retrouvaient à devoir rattraper des codes sociaux plus que passer des évaluations sur leurs compétences. Et est-ce que, puisqu'on parlait de déclic tout à l'heure, est-ce que... Ça, c'est un premier déclic. Ouais, c'est un premier déclic qui te tourne un peu vers l'humain. Alors, qui me tourne vers l'humain, je pense que j'avais d'autres rencontres avant sur la question de l'humain, mais oui, en fait, une question prise en compte d'une problématique sociale. Voilà, exactement. Okay. Une rencontre avec quelque chose que je trouve profondément injuste, où ils se font allumer dans des jurys avec des gens qui sont pourtant, pour moi, globalement, dans le milieu artistique, assez à gauche, dans ouvert d'esprit, où tu te retrouves... où tu as des profs agrégés qui disent « Non, mais tiens, tu comprends, ils sont un peu spéciaux. Enfin bon, ils devraient faire... Il devrait aller travailler, tu vois, tout ce que tu peux avoir d'un impensé, d'une violence sociale terrible. Et du coup, on a réussi à remonter tout ça. Et c'est là que j'ai rencontré Sarah, donc mon associée de la formidable Armada. On a enseigné ensemble en déconstruisant la commande et simplement en s'adressant à l'éducation nationale comme un client un peu snob qui voulait que tu fasses de la signalétique de musée et qu'il fallait que tu arrives à casser ces codes sociaux-là, comprendre. Et du coup, les jeunes ont commencé à très bien réussir. Mais c'était hyper intéressant parce qu'à la fois, ça a été une grosse remise en question, je pense, de mes acquis culturels, de comment je les avais, pour pouvoir les passer aussi, de dire en fait, qu'est-ce qui fait que tu comprends, qu'est-ce que tu fais que tu déconstruis, que tu analyses une œuvre d'art, ça te demande d'être beaucoup plus fin en fait dans ta compréhension des choses plutôt que de reproduire ce que tu as ingéré de façon inconsciente. Donc ça, c'était hyper intéressant dans le processus créatif, ce qui nous a aidé derrière pour la boîte. Voilà. Donc bref, j'ai fait ça pendant un moment et j'ai grimpé un peu les échelons et c'était quand même une boîte très compliquée et j'ai eu l'opportunité de m'enfuir aux États-Unis. Deuxième déclic. Où j'ai suivi mon compagnon qui a fait de la recherche pendant 2 ans, où j'ai vécu la vie de Desperate Housewife dans la banlieue ouest américaine. Oh là toujours là. les chakras. Mais où c'était génial parce que je pense que je me suis pris... aussi, là, j'ai déconstruit ma Frenchitude. Ah. Qu'est-ce que tu qualifies de Frenchitude ? Eh bien, en fait, c'est très drôle, c'est que tu te rends pas compte à quel point tu es proche de tes clichés. Donc, tu ne le vis pas quand tu imagines. Ok. Sur le côté, sur les choses qui te font réagir, sur la façon dont ils éduquent leurs enfants, sur ta compréhension. Comment, en France, tu peux à peu près savoir... C'est un jeu peut-être, et peut-être moins maintenant, mais à peu près pour qui tu votes, à la façon dont comment tu t'habilles,
tes diplômes, voir tes ce que goûts, t'écoutes. voir ce que t'écoutes, tout à fait, voir ce que t'écoutes. Comme musique. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote, comme ça, tu vois. Et alors qu'aux États-Unis, les gens, ils s'autodéterminent, ils s'autodéfinissent tout le temps. Ok. Et alors, toi, avec ton regard un peu critique, tu dis, tu vois, tu rencontres des gens, ils te disent, Mm. ah, moi, je suis un artiste et tout. Et tu dis, ah ouais, et tout. Tu regardes et puis tu dis, tu vois, c'est pas comme ça. Alors, Ouais. nous, c'est une certification qui vient de Ouais. l'extérieur, du Ouais, diplôme, ouais. du regard social. C'est pas toi qui peux te dire, en fait, je suis ça. Mm. C'est beaucoup plus C'est difficile. une étiquette qu'on te colle, quoi. Voilà. Et en même temps, tu rencontres des gens complètement géniaux, hybrides, et qui se font un peu eux-mêmes leur univers, mais que tu pourrais pas rencontrer en France, par exemple. Moi, j'ai fait une soirée avec une directrice d'hôpital qui me dit, mais tu sais, c'est quoi mon vrai rêve? Et là, tu fais rigoler, parce qu'on va faire... C'est écrire des chansons pour Céline Dion. Une directrice d'hôpital qui voilà, dit ça. mais tu vois, en France, est-ce que tu trouves ça facilement? Ou peut-être pas, tu vois. Et C'est peut-être moins assumé. c'est moins assumé. Ouais. Et donc, ayant passé 2 ans là-bas, je me suis dit, mais en fait, mais grave, quoi. Je vais écrire des Moi chansons. aussi, je vais écrire des chansons pour Céline Dion. Non, mais grave, je vais arrêter de me poser des questions de légitimité et je vais faire ce qui me plaît. Et en Ok. rentrant, je suis allée retourner voir Sarah. Je dis, ça ne dit pas qu'on monte un collectif de designers. On travaille en groupe, parce que ça, je sais que c'est ce que j'aime faire. Et elle a été à fond déjà avec Robin Desvilles, plutôt sur la question d'urbain. Et elle me dit, elle avait sa boîte depuis quelques années, elle dit banco, et on a commencé comme ça. Ok. Deuxième déclic. Ok. Bah, très bien. Parfait. Et ben pour quelqu'un qui voulait pas parler d'elle. Et tu vois, je fais que de parler de Non, moi. mais, ouais. Mais du coup, bah non, mais c'est l'objet un peu. Et du coup, t'en as parlé rapidement. Donc, tu étais au BDE, par exemple, des élèves et tout. Mais est-ce que t'as eu des engagements ou des engagements marquants à côté de ta carrière? Non. Non. Je dirais pas que j'ai été dans dans une culture associative. Hein. Ok. Pas du tout. Je pense que c'est d'ailleurs peut-être un manque. Hein, mais non, j'ai pas. Je pense que je me suis mobilisée sur des moments. Si on vient me chercher, tu vois, il y a pas de souci. Mais j'ai du mal à être dans cette disponibilité-là. Ok. Parce que, ouais. Parce que c'est marrant du coup, parce que là tu le traduis comme ça, dans un espèce de paradoxe, c'est que tu es à l'initiative au niveau de ta carrière professionnelle, c'est-à-dire que tu as eu le déclic pour dire ok, maintenant je veux faire ça et il n'y a pas de raison de culpabiliser ou que je me dise non, je le fais pas parce que j'appartiens à telle ou telle catégorie. Et de l'autre, par contre, tu dis dans la sphère plutôt associative, on va dire, ou engagée, il faut venir te chercher. C'est ça que tu dis en fait. Un peu. Ouais, honnêtement, je pense que j'ai pas reçu aussi cette éducation-là comme ça. Ok. Tu vois, je pense que... comment dire, je crois vraiment pas avoir vu des exemples autour de moi vraiment tellement de gens investis dans les associations. Et je crois qu'inconsciemment, du coup, je n'ai pas forcément ce réflexe. Ok. Donc c'est là que tu penses qu'il y avait une histoire de reproduction pour le coup. Peut-être, ouais, parce que je pense que malgré tout... je pense oui. Ok. Oui. Ok. Et si tu devais... parce que bon, la vie est faite d'exploits et d'échecs pour chacun. Oui, bien Si tu sûr. devais me parler justement, toujours dans la quête de ces déclics un peu, Ouais. d'un échec qui était à un moment donné un échec plein d'enseignements pour toi. Eh ben, je pense qu'un échec, ça a été un échec très fort, ça a été de ne pas me réaliser dans une idée d'un artiste classique et de devoir accepter que c'était pas moi et que je m'étais un peu raconté des choses. Ça, c'était assez violent. Donc, je pense que moi, ma sortie d'école a été extrêmement compliquée parce qu'il a fallu que je remette un peu à plat et que je me regarde un peu en face, je pense aussi. Et ce qui est très drôle, c'est que je pense que j'ai été une enseignante qui avait vraiment à cœur d'aider les étudiants à se poser des bonnes questions. Donc, j'ai fait de l'accompagnement sur de la démarche créative, mais j'ai aussi, quand je suis revenue des États-Unis, retravaillé à Amy Cole sur l'insertion professionnelle. Ok. Et souvent, j'ai ce regard un petit peu de me dire, tu vois, d'accompagner ces questions-là. Parce Mais que justement, plutôt sur les j'étais à-côté d'une carrière. C'est-à-dire, enfin, pas sur les à-côté, mais sur en fait la définition de ce qui fait ta différence, Ok. de comment tu peux aborder ces métiers créatifs qui sont pléthoriques en fait, où tu as donc plein de comment tu formes. te positionnes avec tes savoirs, Exactement. ton expérience, ta personnalité et Exactement. tout. Ok. Et moi, je pense que... Et alors, c'est marrant parce que on mesure pas, mais j'ai appris parce que j'ai commencé plutôt jeune à enseigner. Je pense que j'ai beaucoup appris parce que j'ai dû enseigner. J'ai dû me faire des cultures sur le design, etc. J'ai été assez vorace pour récompenser ça, pour me légitimer aussi.
Mais tu as un vrai impact sur les étudiants. C'est-à-dire que moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé. Et ça a été aussi des déclics un peu plus douloureux où tu rends compte que tu peux faire des blessures. Et j'avais vraiment à cœur, parce que je suis une timide, je pense que je suis assez sensible. Et du coup, j'avais vraiment envie d'aider les gens d'une certaine manière. Mais en même temps, tu mesures pas toujours l'impact de ce que tu dis. Et j'ai plusieurs exemples comme ça, mais dans le bon sens, où tu as des étudiants qui peuvent venir te voir en disant « ça a été important que vous m'avez dit ça m'a beaucoup aidé ». Et là, c'est forcément le côté très gratifiant. Mais aussi, j'ai un souvenir, tu vois, d'une étudiante qui vient me voir. Je crois que je l'avais vue la première fois pour un premier jury et j'avais dû faire un retour où elle avait eu du mal à s'exprimer, où j'avais dû avoir une phrase très malheureuse en lui disant « mais… bon, t'es peut-être un peu malade, là, on t'entend pas bien. » Et ben, j'ai eu une phrase, je sais même pas parce que je m'en souviens pas en fait. Ouais. Et 2 ans plus tard, elle vient me voir. 2 ans quand même. Ah ouais, à la fin de son BTS, je pense qu'elle prend le courage de venir me dire en fait, ça m'avait vachement blessée parce qu'en fait, c'était ma voix, quoi. Et là, et sur le moment, je m'étais dit ah merde, tu vois, le truc qu'il avait travaillé dans une forme de complexe hyper. Bon, donc, du coup, tu peux que t'excuser, quoi. Ah oui. Et le nombre de fois, si tu veux, alors je pense que là encore, tu vois, elle était étudiante, elle pouvait se saisir de la situation, mais le nombre d'étudiants que j'ai eu dans mon bureau qui me racontent, par exemple, j'avais une étudiante comme ça qui était super forte en entreprise, vraiment très douée et qui n'arrivait pas du tout sur le plan scolaire. Et je me souviens que j'avais dû la convoquer parce que les profs ne comprenaient pas et tout ça. Et elle m'avait dit, mais j'avais un peu creusé, et elle m'avait dit, mais tu sais, en fait, moi, quand j'étais en CE1, j'ai ma prof qui m'a ramenée dans ma classe de CP. Et qui m'a dit, en fait, t'es tellement nul que tu devrais être là. Ah oui. Et que pendant, je pense, toute ça... Ouais. Et en fait, ça... Alors, peut-être parce que j'étais dans des filières un peu techniques, mais le nombre d'étudiants que j'ai croisés avec ces histoires-là, et qui le portent, et puis qui ne vont pas le dire à leurs parents, parce qu'il y a quand même une espèce de stigmate d'avoir été repris, mais qui l'internalisent en se disant, mais en fait... Ouais, c'est vrai que je suis un peu nulle. En fait, je suis un imposteur. Donc, en fait, je vais me déployer ailleurs, mais je ne vais pas réussir vraiment à mettre sur le fond du problème. Donc, voilà. Bref, donc, je trouve que c'est hyper enrichissant. Et en même temps, tu vois, tu te mesures que tu as un poids et que tu peux vraiment affecter les gens. Ben, c'est très marrant parce que pour moi, ça fait écho à une histoire que Hakim nous a racontée dans l'épisode 1 où il dit que même s'il était d'un quartier, la street, quoi, comme lui l'appelle, ne pas avoir le bac, c'était la honte. Ouais. Et en même temps, cette histoire de bac, ce que tu dis un peu là, c'est que peut-être ça doit plus être la norme de la réussite scolaire, ou en tout cas, ça veut pas dire grand-chose sur ce que tu vas devenir professionnellement plus tard. Et en même temps, ça reste un point de référence, notamment pour, là, dans ce cas-là, les enfants de l'immigration, parce qu'on leur dit, si tu veux réussir en France, il faut avoir le bac. Ouais. Et du coup, tu as aussi un espèce de décalage là qui est assez intéressant quand on vous entend, on vous écoute tous les deux. Bah oui, mais moi je raisonnais sur sa question des compétences et de valoriser des choses qui en fait où tu vois tout ce qui est investi autour et qui montre en fait effectivement toute cette intelligence et pas que QE, QI aussi parce que voilà, et c'est un croisement des deux, mais que tu n'arrives pas parce que tu te penses pas adapté et que tu as reçu ou tu as alors c'est le système qui l'est pas adapté. Ouais. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un exploit, même personnel, qui... Oui, je dis exploit parce qu'il faut célébrer les réussites, comme on dit, mais un exploit, un truc auquel tu penses, tu dis, ouais, là franchement, j'ai réussi tout ce que je voulais faire. Écoute, est-ce que je le pense en termes d'exploit ? En fait, je suis vraiment fière de ce que j'ai construit avec Sarah, avec la Formidable Armada. Parce que, en fait, on a un peu créé notre métier quand on est arrivé dans le métier. Et je pense que c'est assez fort, mais... de façon générale, moi, ma carrière, c'est d'avoir été en décalage par rapport à ce que là où j'étais formée, de faire des pas de côté et finalement d'avoir toujours été dans cet interstice, tu vois, de pas être vraiment là où on m'attend. Et ce qui est devenu finalement ma compétence, d'avoir réussi à dire en fait, c'est parce que je vais être décalée que je vais pouvoir vous faire peut-être voir des choses que vous voyez pas. Et j'ai même pas besoin de porter l'expertise, je peux être curieuse des autres. Et au final, j'apprends beaucoup. Donc, c'est hyper gratifiant intellectuellement parce que tu rencontres des gens très différents, tu t'apprends tout le temps. Et en même temps, quand on arrivait dans cette idée-là, au départ, je me souviens dans le milieu de la fabrique de la ville, l'architecture, le design et tout ça, on disait, non, mais vous êtes sympas les designers, mais déjà, nous, les archis, on n'arrive pas à se payer, donc... Comment vous allez faire quoi. Donc, et l'AMU, l'assistance à maîtrise d'usage, qui est souvent l'étiquette sur laquelle on s'insère dans les concours ou les projets, ça n'existait pas vraiment. En fait, ça existait, mais ce n'était pas saisi
Et puis, il y a des concours un peu à la façon réinventer Paris, réinventer le monde. Oui, il faut tout le temps tout réinventer. Voilà, il faut tout le réinventer, où la question finalement sociale, elle est devenue prégnante, et puis peut-être un désengagement aussi de la collectivité sur le privé, en termes de moyens, de volonté de faire une péréquation différente. Et bien là, du coup, finalement, on a trouvé une place. On a réussi à se greffer. Et je pense que je suis fière d'avoir quand même pris pas mal de crises dans la tête et de continuer à en prendre, parce que ça fait que c'est un éternel... un dialogue permanent. Voilà. Comme dirait, il faut développer de la robustesse en ce moment. Mais en même temps, je suis hyper fière d'être partie de pas grand-chose pour le coup, dans un milieu où on m'attendait pas forcément du tout même, et d'être encore là et de monter, tu vois, une forme de notoriété. Et puis avec Sarah, je veux dire, je pense que je suis fière de bien choisir les gens avec qui tu travailles. Okay. Je pense que Sarah, j'ai bien pris quelqu'un au-delà de l'amitié, parce que tu peux t'entendre super bien avec les gens et au final être une catastrophe dans le binôme. Ce n'est pas, c'est pas. Mais quelqu'un qui sait me challenger et me voilà, on est très complémentaires, et voilà, ça c'est hyper chouette aussi. Ok. Et pour boucler la boucle un peu justement, donc là on a essayé de croiser ce que le secteur de l'économie sociale et solidaire ou de l'innovation sociale, tu nous as parlé de toi et de ton activité aujourd'hui professionnelle. Du coup, à l'aune de cet entretien, comment tu te positionnerais, c'est bien dit, ça va, par rapport à justement ces questions de transition, d'économie sociale, ou qu'est-ce que ce serait, en tout cas, toi, par rapport à ça, par rapport à ces réflexions en cours dans la société, comment tu te positionnerais à l'avenir, à la fois professionnellement et peut-être un peu personnellement. Ouais. C'est quoi la suite de l'histoire de la formidable Armada et d'Agnès ? La suite de l'histoire, elle n'est pas facile à projeter. En termes d'intention, je pense que je me déconstruis et reconstruis depuis le début de cette aventure. Et on n'a pas parlé, mais par exemple, un autre déclic important pour moi, ça a été avec Toutes Habitantes, je ne sais pas si Perrine en a parlé, mais une association féministe sur l'histoire du genre et du logement, où j'ai approché des questions, et ça m'a remise en question aussi sur plein d'approches dans ma pratique professionnelle, et de même que finalement, j'ai envie de dire, la transition écologique vient aussi nourrir et travailler nos pratiques. Donc, je pense qu'on est obligé d'être dans cette agilité, cette mutation. Et puis, en fait, je trouve qu'il va falloir qu'on s'outille face à tout ça, à cette transition, et qu'en fait, la plupart du temps, c'est des histoires de PFH, de putain de facteur humain, comme on dit, et que c'est pas qu'on sait pas réfléchir. Bip. Mais donc voilà, je veux dire, c'est pas que les gens savent pas ce qui va arriver. Je fais une petite mention d'un ami designer qui a travaillé sur l'érosion des littorales, qui savent très bien ce qui va se passer. Et en fait, c'est comment tu aides à dire aux politiques, mais on a peut-être déjà parlé, en fait, il faudrait dire aux gens qu'on construit leur maison là, que bientôt elle va être sous l'eau. Comment tu implémentes le changement, comment tu travailles quelque chose à la fois de social, d'écologique, d'éthique, et qui embarque tout le monde sans qu'on ait la maison qui brûle complètement et que tout le monde parte en courant, quoi. Ouais. Donc je pense que c'est un grand défi pour des acteurs comme nous qui quand même faisons l'effort de travailler quand même avec, par exemple, la promotion immobilière. C'est quand même, on a besoin de logements sociaux, on a besoin de logements pour le plus grand nombre, on a besoin d'abordables, et en même temps, il faut faire de la qualité, faut plus construire. Enfin bon, on est dans plein de paradoxes, et on est bien au cœur de toutes ces injonctions. Donc je pense que il va falloir qu'on se renforce, en fait. Je pense aussi dans nos pratiques, notre culture, nos méthodes, s'outiller. Tous en tant que citoyens, tu veux dire? Oui, presque. Et je pense, et puis qu'on travaille cette transversalité, en fait, aussi, tu vois. Je pense que c'est hyper important de travailler ensemble les solutions. Tu peux pas faire de la révolution dans ton coin, ou alors tu vas sauver ton éco-village, quoi, tu vois. C'est la grande question, est-ce qu'on se sauve à 10 ou est-ce qu'on se sauve à 1000 ? Voilà. Et peut-être qu'on va se sauver plus lentement à 1000, mais il y a peut-être un enjeu là-dessus, quand même. Ok. Eh ben, merci beaucoup Agnès d'être passée derrière ce micro. Merci à toute l'équipe de Lyon Positif. Merci à la Ciergerie de nous accueillir. Et on se donne rendez-vous au prochain numéro. Et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles si vous avez aimé cet épisode.